géographique est très important, parce que figurez-vous qu'il y a quelques semaines, l'ORTF a envoyé une équipe, n'est-ce pas, qui m'a pris toute une matinée. Ils ont envoyé une équipe de 5 bons hommes, c'était très bien, à propos de l'affaire Lorette Fonseca, pour paraître à une émission qui s'appelle, je ne sais plus, Objectif. Et cette émission n'a jamais paru. Alors, vous comprenez, je râle quand je reçois aujourd'hui ma demande d'impôt pour mon poste de télévision. Eh bien, j'ai envie de dire à l'ORTF, mais payez-moi, vous m'avez fait perdre toute une matinée pour rien, d'une part, et d'autre part, vous avez dépensé combien d'argent pour une équipe de 5 techniciens et qui n'a servi finalement à rien. Alors, vous allez peut-être, on me dira, oh, peut-être pour des raisons techniques, il est évident que c'est pour des raisons politiques qu'on a refusé de passer cette émission à la télévision. Massy, dans la banlieue sud-ouest de Paris, ville futuriste, bâtie par la main-d'œuvre du bidonville, que voici. Aujourd'hui, plus que jamais, Lorette Fonseca, leur compatriote qui vit dans un grand ensemble proche, leur interprète, leur assistante, leur porte-parole, doit être expulsée de France. La raison? Justement ce qu'elle a fait pour eux. Ce bidonville, il a été initialement, c'était des baraques en bois, des vieilles camionnettes, des voitures. Puis, il y a à peu près 5 ans, la mairie a donné l'ordre pour que les gens construisent en dur. Ils ont fait toutes ces constructions, qu'à présent, il y sont encore quelques-unes. Et ça marchait très bien d'ailleurs. C'était un bidonville où il y avait 800 personnes à peu près. Les Portugais, ils sont venus ici s'installer parce que il fallait construire ce grand ensemble que nous voyons là-bas. Et comme il n'avait pas de logement, l'immigrant, il n'a jamais de logement une fois qu'il arrive en France. Et la police même donnait la permission aux Portugais pour qu'ils viennent s'installer dans ce bidonville. En 1969, M. Julien, chef de bureau à la mairie, organise un véritable racket. Trafic de cartes de travail, de séjour, taxes fantaisistes sur l'eau. Il fait construire par les Portugais eux-mêmes une baraque en dur dans laquelle il implante un service d'ambre.
tête du Portugais, hein, lui faisait payer 30, 40, 50 000 francs pour que le Portugais s'installe dans ce bidonville. C'est une sordide affaire, on va vous le dire tout de suite. Quand il s'agissait de faire payer des loyers, faire payer l'électricité, faire payer l'eau, il abusait énormément du fait que les Portugais, ou même dans d'autres bidonvilles comme ceux des Nord-Africains, ne connaissant pas bien la langue française et toutes les tracasseries administratives, leur faisaient payer carrément plusieurs fois la même chose. Les Portugais, ils n'étaient pas contents avec ça. Et ils se sont révoltés. Julien, il a eu peur et il a accusé les Portugais à la police que les Portugais ils avaient des armes dans leur baraque. Et la police, il a voulu amener 4 bonhommes. Les femmes, elles se sont révoltées, elles ont cassé la gueule à la police. À Julien, ils ont même foutu une poubelle. Ils ont foutu des coups, enfin, ils ont tous roulé par terre, c'était un grand scandale. Bon, ça va, maintenant, il a été chassé de la mairie, mais bien trop longtemps, il a été protégé par la mairie. Laurette habite là avec Carlos, son mari, dessinateur industriel, et leurs 5 enfants. José, Pedro, Paulo, Louis-Philippe, Anne-Valérie. Portuguesa, mère de 5 enfants. Je suis née au Portugal, Lagos Algarve. Ma ville, c'est une ville de pêcheurs. Je suis venue en France en 1962. Nous sommes arrivés en avril de 1962. Puis j'ai fait pas mal de métiers parce que c'était plus facile, c'est plus facile plutôt, pour avoir nos papiers, de faire les travaux le plus dur, quoi. Ma profession, de toute façon, je ne pourrais jamais la faire ici en France, mais à l'étranger, parce que c'est pas permis. Soi-disant, c'est pas permis. Alors j'ai fait OS dans une usine de caoutchouc. Puis c'était mal payé d'ailleurs. Puis je suis passé dans le bâtiment, j'ai fait la peinture. Puis j'ai fait le maçon. Carlos a obtenu de la mairie l'autorisation d'alphabétiser les Portugais dans le bidonville même pour leur éviter trop de déplacements et de peines après la dure journée de travail. Je suis passée ici parce que je sais ils m'ont dit qu'il existait ici un bidonville, c'est qu'il avait beaucoup de Portugais et je suis venue voir. C'était très difficile parce que je ne connaissais personne. Et les gens, quand ils voyaient des gens différents, des gens qui ressemblaient à des intellectuels, ils disaient que c'était des communistes et ils ont peur de tout ce que c'est politique. Estou perto do carro. Estou muito. Nem parece. Agora vai à
J'ai voulu faire une alphabétisation avec eux tout à fait différente de celle vraiment d'apprendre le blabla normal. Pratiquement, je n'avais pas de méthode. C'était une méthode à moi-même. C'est-à-dire, moi, je pratiquais l'alphabétisation par leurs besoins, soit dans le travail, soit s'adresser, aller à la poste, demander quelque chose, soit aller à la police demander des renseignements sur leur carte, parce que c'est là les difficultés des immigrés, ce sont le jour à jour. Ce n'est pas apprendre en français, mettre 2-3 ans pour apprendre à parler un peu le français, et en attendant, on a tous les problèmes qui arrivent. Ce qui a permis au bidonville de sortir de son isolement, parce que les assistantes sociales de la mairie qui ont travaillé sur le bidonville ont essayé de faire du travail, et même quelquefois du bon travail, mais très vite ont été débordés par les problèmes. On manque de moyens, on manque de crédit, c'est insuffisant, et les étrangers sont un petit peu oubliés par la plupart des administrations. Il rentre jouer avec nous bien, il fait tout ce qu'il faut pour nous. On lui reproche d'avoir fait de la politique, mais rien n'est neutre politiquement. L'alphabétisation, par exemple, des gens, ça n'est pas neutre politiquement. Le problème de savoir si la municipalité va envoyer les camions de ramassage des ordures, c'est un problème qui ne peut pas être totalement neutre politiquement. Alors, on le lui a beaucoup reproché. Mieux que dans les HLM, ils apprennent à se connaître entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils sortent, ils font des feux, ils sont chez eux, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Ils discutent de leurs problèmes, ce qu'ils ne font pas au Portugal, même s'ils se connaissent. Ils ne font pas ça, parce qu'ils n'ont pas confiance entre eux, là-bas. Ils ont peur toujours qu'il y ait un mouchard parmi eux. Eux, ils ont peur de la police politique.
On a fait plusieurs promenades avec eux. On a été à la piscine, on a été à Orly voir les avions, on a été dans les bois. Et puis on a contacté d'autres centres aérés ici à Gif. Et en parlant avec les moniteurs, ils nous ont fait cadeau de cette balançoire pour qu'elle soit installée au bidonville. Nous avons pensé que c'était bien. Alors on a parlé avec les enfants. Ils ont déménagé le coin, ils ont nettoyé. Ils ont mis du sable pour en tombant, ne pas se blesser. C'est eux qui ont tout arrangé, quoi. Nous, on s'est borné à installer tout simplement la balançoire, la mettre sur place. Je sais que tous les jours, il y a des bagarres parce que malheureusement, on n'a que 2 cordes. Eux, ils sont très nombreux. Mais quand même, ça va parce qu'ils s'en chargent en même temps le soir de démonter. Le lendemain, ils le remontent parce qu'ils ont peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne et puis qui coupe les cordes. Alors c'est eux-mêmes qui s'occupent de ça. C'est très bien de prendre en charge une affaire à eux, quoi. Pour la première fois, ils ont quelque chose à eux. Ils sont très contents. 100 logements sont prévus à Massy-Vilaine pour les Portugais du bidonville, prévus parce qu'ils n'existent pas encore. Mais avant même le début des travaux, la mairie, en application du plan du Premier ministre et sans aucune consultation des intéressés, décide de résorber le bidonville. Un beau jour, on allait envoyer des bulldozers pour détruire un certain nombre de bicoques, il faut bien les appeler comme ça, qui gênaient les travaux publics. On vient de faire une nouvelle route là tout près, et les hommes habitaient encore ces habitations très insuffisantes, je le reconnais, mais ils étaient là. Faisait tomber des baraques, des fois ça arrivait à des hommes qui étaient au travail. Quand ils sont arrivés à la maison, ils n'avaient plus rien. Il fallait porter leur bagage et aller coucher chez des voisins. Ils ne pouvaient pas sortir, par exemple, travailler, laisser des petits-enfants à la maison. Parce qu'ils avaient peur que pendant que les enfants étaient dormir, que le bulldozer fasse tomber sa baraque. On envoyait constamment de la police, on faisait des pressions, on leur disait, on les menaçait d'expulsion. Ils étaient dans une situation très très précaire. Les Portugais en colère décident de ne plus se rendre un par un aux convocations municipales et de manifester. Ça mettait en relief qu'ils n'étaient pas défendus au niveau syndical, ils n'avaient pas d'organisation. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une conscience collective beaucoup plus forte, ça c'est évident.
J'ai vu qu'ils avaient besoin plus d'aide, de quelqu'un qui parle un peu mieux que le français. J'étais à la mairie avec pour la scolarité des enfants, pour les services sociaux, pour la carte de séjour. Une fois, j'ai réussi à amener 15 Portugais ensemble au commissariat. Pour la police, c'était considéré une manifestation. Mais les femmes, ils allaient exiger leurs droits, leurs papiers, parce que tout le monde qui veut travailler, ils ont besoin d'être en règle. Les flics, ils n'étaient pas contents. Ils m'ont dit que je n'habitais pas au bidonville, je n'avais rien à voir avec les Portugais, que je me mélangeais des affaires que me disait respect et qu'un jour, il m'allait arriver des pépins. Alors, Laurette Fonseca est une femme extrêmement dynamique, mère de famille, et qui a le bonheur ou le malheur, suivant le point de vue auquel on se place, de parler très bien le français. Ce qui fait qu'elle s'est sentie le devoir d'être l'interprète de ses compatriotes, mais vous savez qu'on peut être de deux manières interprète, ou bien simplement en traduisant mot à mot ce qu'on a réclamé à l'administration, ou bien en étant l'interprète au sens fort, humain, je dirais politique du terme, ce qu'elle n'a pas manqué de faire. Et à cet égard, vraiment, Laurette Fonseca est tout à fait solidaire de tous ses compatriotes. Je vois qu'ils ont le droit de demander, d'exiger leurs droits. Et comme ils ne sont pas capables tout seuls, tous ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je m'occupe. En mai 71, Madame Fonseca s'est présentée à mon cabinet. Elle avait reçu du commissariat de Massy, où elle réside, un avertissement émanant de la préfecture de police qui lui enjoignait de se tenir tranquille. Sans cela, elle aurait des ennuis beaucoup plus sérieux. On a pu constater, pour Laurette Fonseca, que pour un émigré, le seul fait d'expliquer à ses collègues la législation française, applicable théoriquement à tous les travailleurs, constituait un délit. Oui, enfin, le fait de s'occuper de ses compatriotes n'a pas constitué un délit. Ce qu'on a reproché à Laurette, point de vue délit, c'est, enfin en tout cas, c'est notamment d'avoir troublé l'ordre public. C'est d'ailleurs toujours le motif invoqué par l'administration, par le ministère de l'Intérieur, pour expulser les étrangers. Madame Fonseca et ses enfants sont partis en vacances et elle est venue me voir dans le début des septembre 71. Et là, c'était beaucoup plus grave. On lui avait notifié, toujours le commissariat de Massy, lui avait notifié qu'une procédure d'expulsion demandée par monsieur le préfet de l'Essonne était diligentée contre elle. Elle avait demandé à bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est-à-dire à passer devant une commission d'expulsion. Et elle était convoquée devant cette commission à la date du 22 septembre 1971. Bon, alors le 3 septembre, Laurette a reçu un avis d'expulsion. Le soir même, on s'est réunis, tous les Français qui travaillaient sur le bidonville, et on a décidé de créer un comité de soutien. personnalité de Laurette, l'action qu'elle a entreprise commence à attirer les regards de la population voisine. Cette expulsion est inique. Laurette Fonseca doit rester.
vendredi 17 septembre. On a fait un meeting et là, il y a eu énormément de gens qui sont venus et on a vu que vraiment ça avait porté, quoi. De notre participation, c'était ce meeting, je crois, meeting très réussi, puisque le lendemain, je pense que la commission d'expulsion a été, je crois, influencée par ce meeting qui fait environ 2500 personnes, je crois 2000 à 2500 personnes. C'était vraiment quelque chose de considérable. Le 22 septembre, nous nous sommes présentés devant la commission. Je dois dire d'ailleurs qu'à ma grande surprise, devant la préfecture d'Évry, il y avait là 100 à 150 personnes, des Français, mais également beaucoup de Portugais. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, comme les gens d'ailleurs de la commission de l'expulsion l'ont dit après, pourquoi vous faites toute cette agitation, c'est une expulsion parmi tant d'autres, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Bon, c'est-à-dire qu'on a fait un événement de quelque chose qui d'habitude passe sous silence, qui pourtant est aussi grave dans beaucoup de cas. L'expulsion, finalement, relève de la seule initiative de l'autorité de tutelle des préfets, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Si Lorette Fonseca avait été quelqu'un coupable d'un délit de droit commun, par exemple, eh bien, il y aurait eu une procédure à son endroit qui aurait amené à un procès public et elle aurait pu savoir de quelle condamnation elle était menacée. Or, dans un cas comme le sien, qui est un cas politique, elle ne peut jamais savoir ce qui en est. Et alors maintenant, elle est dans cette situation absolument dramatique, c'est que la décision n'a pas été prise. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ou bien elle peut être expulsée dans les jours qui viennent, ou bien dans 6 semaines, 2 mois, 1 mois, ou bien jamais. Mais le jour où elle sera expulsée, eh ben, le pouvoir s'arrangera pour que ça soit dans un temps où nous soyons un peu démobilisés au point de vue de l'opinion publique. Après, tout se passera bien, si je resterai tranquille, ils vont me donner la permission de rester comme les autres. Lorette Fonseca reste en France, mais on lui a retiré tous ses papiers. C'est-à-dire qu'elle n'a plus que simplement une petite carte avec l'avis d'expulsion, et au dos, c'est un sursis. Sans sursis de 2 ans, ça veut dire quoi? Pendant 2 ans, Lorette Fonseca doit se taire. Je sais pas, que j'ai pas bien compris que c'était pas rester tranquille. Parce que rester tranquille, ça veut dire que je peux pas continuer avec les Portugais, de faire leur démarche. Et ça, je pense pas le faire parce que je suis portugaise aussi comme eux. Et nous, les immigrés en France, nous avons le droit de nous défendre. L'affaire Lorette Fonseca n'est pas du tout un phénomène isolé. Je crois qu'on doit dépasser maintenant le cadre de Lorette, et c'est le cas de tous les travailleurs immigrés qu'on doit prendre dans son ensemble. L'opinion française est extrêmement mal informée, quand elle ne l'est pas du tout, sur le problème, sur les conditions de vie des travailleurs étrangers, immigrés. Et c'est regrettable
parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très très nombreux, que ça pose problème à tous les niveaux et pour tout le monde, et que le fait que l'on ne prépare rien pour eux en France, pour les accueillir, pour les aider à s'informer justement, à essayer de les adapter à la vie en France, pose un problème à tout le monde, et à eux en particulier. Ils sont à peu près en France 600 000. Et cette déportation massive profite aux deux gouvernements, c'est-à-dire au gouvernement qui les reçoit et au Portugal. D'un côté, parlons de la France, d'un côté la France, elle a besoin de main-d'œuvre pour faire les travaux les plus durs, les travaux les plus sales, et en même temps pour créer une certaine détente sur le marché du travail et de résister à la pression sociale. Aujourd'hui, le Portugal fait la guerre au peuple africain. Le gouvernement portugais il dépense 58% du budget national avec la guerre. Il a besoin d'argent pour couvrir ce trou. Où va-t-il le trouver? Dans l'immigration. Parce que l'immigration, ça rapporte de l'argent. Je sais par exemple que l'Allemagne payait 100 000 francs au Portugal par tête d'immigrants. Et dans le pays d'accueil, rien n'est fait pour nous recevoir. Nous avons l'impression que tout est entretenu pour que nous restons des parias. En plus, nous avons les formalités, c'est-à-dire la carte de séjour, la carte de travail. Sans la carte de séjour, nous ne pouvons pas obtenir une carte de travail, et sans une carte de travail, nous ne pouvons pas obtenir une carte de séjour. Or, l'immigrant illettré, comment est-il possible que cet immigré arrive à se débrouiller pour obtenir ses papiers et pour être en règle? L'administration française ayant en plus émis des difficultés, l'immigré, des fois, il ne se trouve pas en règle et puis il est expulsé. Et ces travailleurs font d'abord des travaux qu'aucun Français ne voudrait faire pour la plupart d'entre eux, et ensuite, et surtout, c'est que pour l'économie française, ils sont une source de ressources extraordinaires par le seul fait que pendant tout le temps de leur improductivité, c'est-à-dire pendant l'âge de 0 à 25 ans, pour faire en gros, ils n'ont rien coûté à l'État français. Tandis que chacun de nous, citoyens français, de 0 à 25 ans, nous coûtons à l'État français. Alors voilà de la main-d'œuvre qui arrive de l'étranger et qui n'a absolument rien coûté et qui, lorsqu'elle sera repartie dans son pays d'origine, ne coûtera non plus rien parce que, pour la plupart d'entre eux, le problème des retraites est extrêmement aléatoire. Leur problème, c'est un problème juridique. Qu'est-ce qui se passe?
c'est le patron qui les paye pas au SMIC. Pourquoi? Ils ne savent pas ce que c'est que le SMIC. C'est le patron qui leur donne pas, qui leur paye pas les heures supplémentaires. Ils ne connaissent pas la loi. Il faut dire que le patron est souvent l'exploiteur, mais que l'État français ne se gêne pas du tout pour les exploiter, entre autres sur la sécurité sociale. C'est quelque chose de très caractéristique. Les immigrés, finalement, n'ont pas les mêmes droits à la sécurité sociale que les autres travailleurs. C'est une forme d'exploitation. Alors vous voyez que économiquement, ça rapporte énormément d'avoir des travailleurs immigrés parmi nous. Actuellement, donc, la liberté d'expression est quelque chose de critique pour eux. S'ils ne peuvent pas transmettre leurs informations, ils resteront isolés, ils seront exploités. Et on comprend très bien la bataille autour de Lorette Fonseca, c'est une bataille sur le droit à l'information, donc le droit au regroupement et à la lutte contre le patronat. En plus, nous avons le racisme. On voit très bien que la majorité de la population française n'aime pas tellement les étrangers. Encore les Portugais, un peu moins que les Arabes, parce que nous sommes des étrangers, mais nous sommes des étrangers blancs, européens. Par contre, l'Arabe, il est africain. C'est affreux, des cas de racisme qu'on voit parmi les immigrés, c'est incroyable. Si j'en juge uniquement par ce qui se passe dans le quartier, au départ, il y avait pas mal de restrictions des gens du quartier. C'était plus une question d'appréhension. Et puis quand il y a quelque chose, on voit toujours l'intervention de la police. Or, la police, on ne la voit pas. Lorette a obtenu un sursis d'expulsion parce qu'on a osé, risqué. Elle reste, mais le danger n'est pas écarté. Elle continue, discrète, et l'on veillera sur elle. Elle a aidé, depuis, on s'entraide et on l'aide. Je ne peux pas m'arrêter parce que tout ce que je fais, c'est normal. Parce qu'une fois que les Portugais ne bougent pas, sont considérés subdéveloppés. Une fois que les Portugais bougent pour savoir leurs droits, c'est considéré politique. Je préfère bouger.